Une nuit caribéenne a basculé lorsqu'un micro a suffi à déplacer le centre de gravité. Ce qui devait célébrer une fraternité diasporique s'est transformé en tension, révélant l'écart fragile entre solidarité affichée et souveraineté ressentie. Que dit cet instant de notre rapport au respect public quand une simple question d'Ibrahim Traoré expose une nation entière au regard mondial? Parfois, ce ne sont pas les mots les plus forts qui marquent, mais le calme qui suit. Cette séquence ne mérite pas l'attention pour son éclat momentané, mais pour ce qu'elle révèle d'un mécanisme plus large. La façon dont respect, parole publique et pouvoir s'articulent lorsqu'ils sont exposés simultanément. La promesse est simple. En suivant ce fil jusqu'au bout, le spectateur comprend comment un échange apparemment banal peut redéfinir des lignes de principe sans chiffres inventés ni interprétations forcées. L'enjeu dépasse la Jamaïque ou le Burkina Faso. Il touche à une question universelle. Comment affirmer une dignité nationale sans transformer la fraternité en soupçon, ni la franchise en domination? Ce récit avance avec une boussole claire, rester au plus près des faits observables, distinguer les réactions émotionnelles des effets durables et mesurer ce qui change réellement quand la scène médiatique s'apaise. Un micro-suspense traverse l'ensemble. Si les mots ont allumé la controverse, qu'est-ce qui, concrètement, en a déplacé l'équilibre? Comprendre cette dynamique permet aussi de lire autrement les débats contemporains, où la retenue devient parfois un levier stratégique aussi puissant qu'une déclaration frontale. La suite montrera comment, en quelques heures puis quelques jours, ce principe s'est incarné dans des choix précis, observables et porteurs de conséquences mesurables. Et c'est là qu'apparaît une première révélation, brève mais décisive. La réponse la plus commentée n'a pas été une phrase, mais 48 heures de silence. 2 jours entiers sans riposte officielle, alors que les extraits du discours circulaient déjà en boucle et que le nom d'Ibrahim Traoré devenait un point de friction médiatique. Pour comprendre pourquoi ce délai compte, il faut revenir à la scène initiale. La visite s'ouvrait comme une célébration diasporique, chargée de symboles historiques et d'attentes émotionnelles. La foule, nombreuse, associait la présence d'Ibrahim Traoré à une affirmation africaine contemporaine, nourrie par un passé postcolonial encore très présent dans les mémoires. Dans ce cadre, chaque mot portait un poids supérieur à sa simple formulation. Le basculement survient au cœur du discours, lorsque la question de la liberté réelle et du contrôle politique est posée publiquement. Ce n'est ni une accusation directe, ni un slogan, mais une interrogation lancée devant les caméras. L'auditoire se scinde presque instantanément. Certains y voient un courage salutaire, d'autres une ligne franchie dans un espace qui relevait jusque-là de la fraternité symbolique. La diffusion accélère tout. En quelques heures, radio locale, plateaux télévisés et réseaux sociaux transforment l'instant en débat national, puis international. Les commentaires s'empilent, les lectures divergent, et l'attente d'une réponse officielle devient elle-même un sujet. C'est précisément là que le silence commence à produire un effet mesurable. Au lieu d'alimenter l'escalade, il suspend le rythme. Ce choix n'efface pas la tension, mais il la reconfigure. Il force observateurs et citoyens à se demander ce que signifie répondre et à quel moment. La curiosité initiale se déplace. Si la parole a déclenché l'onde, que révèle l'absence de parole sur la manière de gouverner une controverse? Le fil conducteur de cette phase n'est plus la foule ni les réseaux, mais une figure institutionnelle précise. Le chef du gouvernement jamaïcain, placé soudain au centre d'une attente contradictoire. Il n'est pas présenté comme un protagoniste blessé, encore moins comme un adversaire direct, mais comme un gardien de cadre. Son rôle devient celui de canaliser l'émotion sans la nier, et de rappeler que la souveraineté se démontre autant par la tenue que par la réplique. Lorsque la prise de parole officielle intervient enfin, le ton surprend par sa sobriété. Et pas d'attaque personnelle, pas de mise en scène dramatique. Le vocabulaire choisi insiste sur la pratique démocratique, sur la responsabilité collective et sur la distinction entre respect mutuel et désaccord légitime. Ce déplacement de registre modifie immédiatement la lecture de l'épisode. L'échange n'est plus interprété comme un affront, mais comme un test de maturité politique. Les premiers effets se font sentir rapidement.
Sur les plateaux télévisés, la comparaison remplace l'indignation. On oppose désormais deux styles plutôt que deux camps. Dans la rue, les conversations se nuancent. Les plus jeunes continuent de saluer la franchise associée à Ibrahim Traoré, tandis que d'autres valorisent la retenue jamaïcaine comme signe de solidité institutionnelle. Entre ces pôles, une majorité exprime une attente commune, être respecté sans renoncer à la discussion. Cette modulation du débat produit un résultat discret mais essentiel. La tension ne disparaît pas, elle devient supportable. Elle cesse d'être explosive pour devenir discutable. À ce stade, l'incident n'a pas encore livré toutes ses conséquences, mais une chose est déjà visible. Le cadre tient, et avec lui la possibilité d'un dialogue qui ne sacrifie ni la dignité, ni la relation. Tout commence comme une séquence rituelle. Accueil officiel, symbole partagé, référence à l'histoire commune de la diaspora. La visite est pensée pour rapprocher, pour rappeler des trajectoires entremêlées et des héritages comparables. Dans ce cadre, la parole circule avec une attente tacite. Célébrer sans heurter, affirmer sans exposer. L'atmosphère est dense mais favorable et rien n'indique encore que l'équilibre va se rompre. Le point d'inflexion arrive au milieu du discours. Ibrahim Traoré, porté par l'enthousiasme de la foule, glisse d'une célébration collective vers une interrogation politique directe. La question posée publiquement touche à la capacité réelle d'un État à décider par lui-même. Elle n'est ni accompagnée d'accusations explicites, ni formulée comme un verdict, mais son effet est immédiat. Les applaudissements se fragmentent, l'attention se fige et les caméras captent ce moment d'hésitation partagée. La propagation est rapide. En quelques minutes, des extraits circulent, isolés de leur contexte initial. Les rédactions titrent sur le contraste. Les réseaux découpent la scène en slogans et les interprétations se multiplient. Pour certains observateurs, la parole d'Ibrahim Traoré incarne une franchise attendue, presque libératrice. Pour d'autres, elle introduit une confusion entre solidarité et intrusion. La chronologie s'accélère et le débat se déplace du lieu physique vers l'espace médiatique global. Vient alors la phase de suspension. Les autorités jamaïcaines ne réagissent pas immédiatement. Ce choix surprend, car l'attente d'une réponse est forte. Les plateaux spéculent, les éditorialistes anticipent, et le silence devient lui-même un événement. Pendant ces 48 heures, la controverse ne s'éteint pas, mais elle se transforme. Au lieu d'un duel verbal, on assiste à une accumulation de lectures, parfois contradictoires, qui cherchent un signal officiel. Lorsque la prise de parole intervient enfin, elle marque un second tournant. Le message délivré ne répond pas point par point à la question initiale. Il redéfinit plutôt le cadre dans lequel cette question peut être discutée. La souveraineté est présentée comme une pratique quotidienne, la démocratie comme un processus vivant, et la dignité comme une exigence réciproque. Cette approche déplace l'attention. L'épisode n'est plus seulement lu à travers la sortie d'Ibrahim Traoré, mais à travers la manière dont un État choisit de répondre à une mise à l'épreuve symbolique. Les répliques secondaires s'enchaînent. Les médias ajustent leur ton, les discussions publiques se structurent et les observateurs extérieurs commencent à comparer cette séquence à d'autres épisodes diplomatiques récents. Ce qui aurait pu rester une polémique se mue en cas d'école. À ce stade, la dynamique est claire. L'événement initial a déclenché l'onde, mais ce sont les choix successifs, avant et après, qui en déterminent la portée durable. Avant l'intervention d'Ibrahim Traoré, l'attention jamaïcaine portée aux affaires africaines restait marginale, stable depuis des années. Après la séquence médiatique, cette base évolue nettement et c'est ce delta qui permet de mesurer l'impact réel au-delà des impressions. Premier indicateur, l'intérêt déclaré pour l'actualité africaine. Avant le discours, 68% des personnes interrogées en Jamaïque déclaraient ne pas suivre ces sujets. 2 semaines plus tard, ce taux tombe à 51%, soit 17 points de différence. Cet écart ne signale pas un alignement politique soudain, mais un réveil de curiosité. Lorsqu'une fierté nationale est mise en question publiquement, l'attention se déplace, même chez ceux qui se tenaient à distance du sujet. Deuxième mesure, la couverture médiatique conjointe. La semaine précédant l'événement, 37 articles mentionnaient simultanément la Jamaïque et le Burkina Faso, dans leur titre ou leur angle principal.
Dans les 8 jours suivant la controverse, ce nombre atteint 432 publications, soit une hausse de plus de 10 fois. Ce saut ne correspond pas à une crise institutionnelle classique, mais à un choc symbolique. Il montre qu'un échange verbal, sans rupture diplomatique, peut déplacer durablement la focale éditoriale internationale. Troisième indicateur, la dynamique numérique. Sur une période de 72 heures, les contenus liés à la souveraineté jamaïcaine génèrent 2,8 millions d'interactions, contre une moyenne hebdomadaire d'environ 400 000 auparavant. L'écart est frappant, mais la nature des échanges l'est davantage. Près de la moitié des messages analysés mobilisent des termes associés au respect, à la dignité ou à l'égalité, dans un registre majoritairement non conflictuel. Le débat s'élargit sans se radicaliser. Ces chiffres doivent être lus ensemble. Pris isolément, ils pourraient suggérer un emballement passager. Croisés, ils dessinent une séquence cohérente, une parole déclenche l'attention, un silence la stabilise, une réponse mesurée la transforme en discussion durable. L'effet n'est pas une polarisation extrême, mais une densification du débat public. La comparaison avec des précédents récents est éclairante. Lors d'épisodes diplomatiques plus tendus dans la région, la couverture médiatique augmentait, mais l'intérêt citoyen retombait rapidement. Ici, l'inverse se produit, l'absence d'escalade maintient l'attention plus longtemps. Cela suggère que la gestion de la controverse compte autant que son déclencheur, y compris lorsque ce déclencheur est associé à une figure aussi visible qu'Ibrahim Traoré. Ces écarts chiffrés ne racontent pas une victoire ou une défaite, ils décrivent un déplacement du regard, des conversations et des priorités médiatiques. Dans un environnement saturé d'informations, ce type de delta constitue aujourd'hui une forme tangible de pouvoir narratif. Quand les chiffres se stabilisent, l'effet, lui, demeure. Une audience élargie, un débat requalifié et une controverse devenue objet d'analyse plutôt que de réaction immédiate. Deux lectures dominantes se sont imposées après la séquence jamaïcaine et chacune mérite d'être examinée dans sa forme la plus solide avant toute conclusion. La première, favorable à Ibrahim Traoré, voit dans son intervention une rupture nécessaire avec une diplomatie jugée trop prudente. Selon cette lecture, la franchise publique n'est pas une maladresse, mais un acte d'égalité. Poser une question frontale, même inconfortable, revient à refuser les codes implicites qui maintiennent certaines relations dans une hiérarchie héritée. Pour ses partisans, Ibrahim Traoré incarne une génération politique qui préfère le risque de la parole claire à la sécurité du non-dit. Il souligne que cette audace a suscité un écho bien au-delà de la Jamaïque, notamment auprès de jeunes publics africains qui y voient une réappropriation du récit politique. La seconde lecture défend la posture jamaïcaine avec la même cohérence. Dans cette perspective, la retenue institutionnelle n'est ni faiblesse, ni évitement, mais discipline stratégique. Les défenseurs de cette ligne rappellent que les institutions se mesurent à leur capacité à absorber un choc symbolique sans réagir sur le même registre émotionnel. Le silence initial, puis la réponse posée, sont interprétés comme une démonstration de souveraineté maîtrisée. L'argument central est simple. Répondre à chaud aurait déplacé le débat vers un affrontement personnel, là où le maintien du cadre a permis de préserver la relation tout en affirmant un principe. La confrontation de ces deux positions révèle un point commun souvent négligé. Sans la question provocatrice associée à Ibrahim Traoré, la Jamaïque n'aurait peut-être pas reformulé aussi clairement sa conception de la dignité politique. Sans la réponse mesurée du gouvernement jamaïcain, l'intervention de Traoré serait restée une polémique parmi d'autres, rapidement épuisée. Chaque camp a, malgré lui, renforcé la portée de l'autre. Ce Stillman conduit à une conclusion intermédiaire. L'épisode ne met pas en scène un gagnant et un perdant, mais deux formes de courage politique. L'une s'exprime par la parole directe, l'autre par la maîtrise du tempo. C'est dans leur contraste que la séquence prend toute sa valeur analytique. À ce point médian, le récit change de nature. La controverse ne disparaît pas, mais elle cesse d'être un affrontement pour devenir un objet de lecture collective. Le silence initial, puis la parole mesurée, ont déplacé l'axe du débat. On ne discute plus seulement de ce qui a été dit, mais de la manière dont un État choisit de tenir face à une interpellation publique. Ce basculement est d'autant plus frappant
qu'il s'opère sans geste spectaculaire. Aucune annonce, aucune mise en scène. La retenue agit comme un révélateur. Elle oblige les observateurs à reconsidérer l'intervention d'Ibrahim Traoré non plus comme une provocation isolée, mais comme le déclencheur involontaire d'un test politique. La question initiale, frontale, perd son caractère conflictuel pour devenir un point de départ. Dans cet espace recomposé, deux temporalités se superposent. Celle de l'instant médiatique, rapide, émotionnel. Et celle, plus lente, de la crédibilité institutionnelle. En choisissant de ne pas répondre sur le même rythme, la Jamaïque impose sa cadence. Cette décision requalifie l'épisode. Le pouvoir ne s'exprime pas uniquement par la parole, mais par la capacité à différer. C'est ici que le sens se déplace durablement. L'échange cesse d'être lu comme une mise en cause personnelle pour devenir une réflexion implicite sur la souveraineté moderne. La controverse a ouvert une brèche. Le calme en a redessiné les contours. À partir de ce point, les conséquences ne seront plus seulement symboliques, mais concrètes. Les répercussions de la séquence ne se distribuent pas de manière uniforme. Elles touchent des acteurs différents, à des rythmes distincts, et révèlent comment un échange symbolique peut produire des effets tangibles sans décision formelle. 4 groupes permettent d'en mesurer la portée. Le premier est celui des États. Dans plusieurs capitales caribéennes, l'épisode impliquant Ibrahim Traoré et la Jamaïque est analysé comme un rappel collectif. Des communiqués conjoints évoquent désormais le respect mutuel comme principe structurant des relations sud-sud. Sans annoncer de rupture ni de traité. Ces prises de position indiquent une volonté de parler d'égal à égal, en évitant l'écueil de la susceptibilité permanente. La souveraineté cesse d'être défensive pour devenir affirmée. Le deuxième groupe est celui des diplomates. Dans les enceintes multilatérales, l'affaire sert de référence informelle. Des représentants africains citent la posture jamaïcaine comme exemple de gestion d'un désaccord symbolique. Du côté du Burkina Faso, on observe une intensification des échanges exploratoires, signe que la visibilité associée à Ibrahim Traoré a ouvert de nouveaux canaux de discussion. L'épisode est relu non comme un incident, mais comme une démonstration de maturité relationnelle. Le troisième groupe concerne la jeunesse. Sur les réseaux et dans les universités, la scène est disséquée comme un cas d'école. Des extraits du discours et de la réponse officielle circulent dans des débats pédagogiques sur la rhétorique, le respect et la responsabilité publique. En Jamaïque, une majorité d'étudiants déclarent avoir suivi au moins un segment de l'échange. En Afrique de l'Ouest, des clubs de discussion utilisent la séquence pour interroger la frontière entre courage politique et considération de l'autre. L'épisode devient outil civique. Le quatrième groupe est régional et élargi. Dans l'espace atlantique, les observatoires médiatiques notent une amélioration de l'image des relations afro-caribéennes. Des organisations régionales évoquent la possibilité de cadres de dialogue plus réguliers. Rien n'est encore institutionnalisé, mais le climat évolue. La controverse n'a pas fermé de porte, elle en a entrouvert. Pris ensemble, ces effets montrent que l'impact d'Ibrahim Traoré dépasse le moment initial. Il ne s'agit pas d'une influence imposée, mais d'un catalyseur. La parole a provoqué, la retenue a stabilisé et le système a absorbé l'onde. La conséquence la plus durable n'est peut-être pas un accord ou une décision, mais une nouvelle norme implicite. Le désaccord peut exister sans rupture à condition que le cadre tienne. À moyen terme, les effets de cette séquence peuvent évoluer selon plusieurs trajectoires plausibles. 3 scénarios permettent d'en comprendre les enjeux sans prétendre à la prédiction. Le premier est le scénario de base. Dans cette hypothèse, les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso poursuivent une normalisation prudente. Les échanges amorcés après l'épisode se maintiennent à bas bruit, notamment dans les domaines culturels et universitaires. La Jamaïque consolide sa ligne de dignité active, fondée sur la transparence et la participation civique. Du côté burkinabé, Ibrahim Traoré conserve une rhétorique directe, mais l'inscrit davantage dans des cadres bilatéraux structurés. Ce scénario suppose une cohabitation narrative. La franchise politique et la retenue institutionnelle apprennent à fonctionner ensemble, sans friction majeure. Le deuxième scénario est optimiste. Ici, l'épisode sert de déclencheur à une coopération plus ambitieuse.
Des organisations régionales s'emparent du symbole et formalisent des espaces de dialogue afro-caribéens. Des programmes conjoints voient le jour centrés sur la jeunesse, l'éducation civique et la mémoire postcoloniale. La figure d'Ibrahim Traoré gagne en portée internationale, non plus seulement comme dirigeant charismatique, mais comme référence générationnelle associée à un langage politique renouvelé. Dans ce cas, la controverse initiale est requalifiée en point d'origine d'un modèle relationnel plus équilibré. Le troisième scénario est adverse. Les susceptibilités reprennent le dessus. Une déclaration mal interprétée, un extrait sorti de son contexte, et la dynamique se tend à nouveau. Les médias internationaux simplifient l'histoire en affrontement de personnalités, effaçant les nuances construites patiemment. Les opinions publiques se crispent, les échanges se figent et la méfiance numérique remonte. Le risque principal est que la sincérité associée à Ibrahim Traoré soit perçue comme une posture permanente, plutôt que comme un moment situé. Entre ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Si la parole déclenche, la constance stabilise. La dignité n'est ni un slogan, ni un réflexe, mais une pratique continue. C'est cette discipline, plus que l'intensité d'un instant, qui déterminera la direction réelle prise dans les mois à venir. À mesure que l'épisode s'éloigne des plateaux officiels, il trouve une autre profondeur, celle de l'expérience ordinaire. Ce qui s'est joué entre une tribune et un écran se réfracte désormais dans des conversations simples, là où la politique cesse d'être abstraite. En Jamaïque, des discussions émergent dans les transports, les écoles, les marchés. On ne débat plus seulement de diplomatie, mais de ton, de respect et de limites. La controverse devient un miroir. Pour une partie du public, la scène associée à Ibrahim Traoré résonne comme une question intime. Comment dire ce que l'on pense sans humilier l'autre ? La franchise est perçue comme une valeur, mais elle est interrogée dans sa forme. Faut-il parler fort pour être entendu ou parler juste pour être compris ? Cette interrogation traverse aussi les réseaux sociaux, où l'échange initial est relu à l'aune d'expériences personnelles, professionnelles ou familiales. Chez d'autres spectateurs, c'est la réponse jamaïcaine qui marque. La capacité à différer, à ne pas répondre sous pression, est interprétée comme une force applicable au quotidien. Des enseignants utilisent l'exemple pour discuter de conflits et de médiation. Des responsables associatifs y voient un rappel, la dignité se défend parfois par la retenue, non par la surenchère. Ce déplacement du regard est essentiel. Il montre que l'impact d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'arène internationale. La séquence agit comme un outil pédagogique involontaire, une scène condensée où chacun projette ses propres tensions. Le spectateur n'est plus extérieur à l'événement. Il s'y reconnaît, y puise des repères et reformule pour lui-même une leçon simple. Le courage et la courtoisie ne s'excluent pas. Ils se travaillent phrase après phrase, silence après silence. Lorsque l'émotion retombe, il reste une question concrète. Que faire de cette controverse transformée en apprentissage collectif ? Les autorités concernées ont progressivement déplacé l'épisode du registre symbolique vers celui de la méthode. L'objectif n'est pas de réparer une offense, mais d'éviter que des malentendus futurs ne produisent les mêmes tensions. Un premier axe consiste à clarifier les principes. Des groupes de travail afro-caribéens esquissent une charte commune rappelant que la fraternité n'implique ni tutelle ni silence imposé. Cette clarification vise à poser un langage partagé, capable d'absorber des désaccords publics sans les transformer en affrontements personnels. La parole d'Ibrahim Traoré sert ici de cas de référence non pour être reproduite, mais pour être analysée. Un deuxième axe concerne l'éducation civique. Des ateliers sont intégrés dans des programmes scolaires et universitaires, utilisant l'échange jamaïcain comme étude de cas. Deux styles y sont comparés, l'affirmation directe et la retenue institutionnelle. L'enjeu n'est pas de trancher entre les deux, mais de comprendre quand et comment chacun devient pertinent. Les indicateurs retenus sont simples, nombre d'établissements impliqués et qualité des débats générés. Un troisième axe vise la jeunesse et les acteurs culturels. Des initiatives croisées encouragent des projets communs, financés conjointement autour de thèmes comme la mémoire, la souveraineté et le respect mutuel. Ces programmes créent des liens concrets.
là où la controverse avait révélé une distance symbolique. Enfin, un mécanisme de suivi est envisagé. Des points publics réguliers permettent de mesurer l'avancement, non en termes de déclaration, mais de pratique. Cette approche transforme la dignité en critère observable. Elle rappelle que la souveraineté, comme la confiance, se construit dans la durée. Et c'est précisément dans cette continuité que l'épisode lié à Ibrahim Traoré trouve sa portée la plus durable. Lorsque l'attention médiatique se dissipe, ce qui demeure n'est pas le tumulte, mais une impression plus subtile, celle d'un moment tenu. À Kingston, la scène initiale appartient déjà au passé, mais ses échos persistent dans des gestes discrets, des discussions calmes, des regards moins pressés de juger. L'épisode n'a pas laissé une fracture, il a laissé une question, et cette question continue de travailler les consciences. Le motif qui revient est celui du contraste. D'un côté, la parole directe d'Ibrahim Traoré, énergique, assumée, parfois dérangeante. De l'autre, une réponse institutionnelle mesurée, presque silencieuse, qui refuse la dramatisation. Deux styles, deux tempéraments, mais un même fil conducteur. Parler pour affirmer, non pour écraser. Ce rappel est essentiel, car il empêche la lecture simpliste d'un affrontement de caractères. Dans une salle de classe jamaïcaine, des élèves analysent le ton, la posture, la respiration. Ils comparent des extraits, notent ce qui élève et ce qui enferme. L'histoire devient matière d'apprentissage. Elle montre que la force peut être calme et que la fierté peut s'exprimer sans volume excessif. La phrase qui s'impose alors n'est ni un slogan, ni une victoire. C'est une synthèse silencieuse. La dignité ne se prouve pas par l'intensité, mais par la tenue dans le temps. C'est cette leçon, plus que l'événement lui-même, qui donne à la séquence impliquant Ibrahim Traoré sa résonance durable. Au terme de ce parcours, il ne reste pas une conclusion fermée, mais un espace de réflexion ouvert. L'épisode qui a mis en lumière Ibrahim Traoré et la réponse jamaïcaine n'impose pas une lecture unique. Il invite plutôt à une posture, accepter que le désaccord puisse exister sans rompre le lien et que la souveraineté se renforce parfois dans la manière de répondre, non dans la force de la réplique. Ce type de séquence dépasse les frontières et les institutions. Il concerne toute société confrontée à la visibilité permanente, à la pression de réagir vite et à la tentation de confondre intensité et autorité. À travers ce face-à-face indirect, une question simple se pose aux spectateurs. Comment voulons-nous être entendus lorsque nous parlons au monde ? La diplomatie, ici, n'apparaît plus comme une affaire lointaine, réservée au sommet et au communiqué. Elle devient un langage quotidien, fait de choix de mots, de silences assumés et de cadres respectés. C'est dans cet espace que la liberté et le respect cessent de s'opposer. Alors, à votre tour, dans ce moment précis, qu'est-ce qui vous semble le plus durable ? La tempête des paroles ou la force tranquille de la retenue ?